Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si l'on peut vraiment s'affranchir à court terme du gaz russe. Bonjour Laure. Bonjour David. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que la Commission européenne a présenté il y a quelques jours son plan d'action pour réduire de 2/3 notre dépendance donc, aux hydrocarbures russes d'ici la fin de l'année et carrément couper nos approvisionnements d'ici à 2027. Donc en gros, Bruxelles nous dit oui, c'est possible, on peut se passer du gaz russe. Oui, it is possible. Oui, alors peut-être avant d'explorer cette question, regardons un peu quels sont les usages du gaz aujourd'hui. Pour montrer notre dépendance. Voilà, pour comprendre en fait, dépendance au gaz où on a besoin et au du gaz russe. Et au gaz russe, exactement. Donc le gaz, c'est 40% pour les bâtiments. Donc en majorité, en fait, là, on parle de chauffage, mais on parle aussi des autres usages du gaz domestique pour la cuisine ou pour l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a environ 25% d'usage de gaz dans l'industrie. Donc là, c'est principalement pour le chauffage dans des procédés industriels, mais aussi utiliser le gaz en fait comme composant, par exemple dans la pétrochimie. Et enfin, on a à peu près 25% aussi de gaz, d'usage du gaz, donc sur l'énergie. Donc là, on parle à la fois d'électricité, de génération d'électricité, mais aussi de génération de chaleur pour les réseaux de chaleur urbains. Donc on voit bien notre dépendance au gaz. Donc notre dépendance au gaz, c'est sur ces différents segments et donc en priorité, on parle de bâtiments. Et ensuite, il faut regarder notre dépendance au gaz russe. Donc en fait, en Europe, en moyenne, 40% du gaz provient de Russie et ce pourcentage augmente très fortement en Allemagne, où on est au-dessus de 60%, ou en Italie. Donc là, voilà, clairement, on a une dépendance aujourd'hui très forte. Alors quand on dit aujourd'hui, là j'utilisais les chiffres de 2021 et Ursula von der Leyen, donc il y a quelques jours, quand elle a annoncé le plan REPowerEU, a quand même annoncé qu'aujourd'hui, en fait, on était à 26% de part dans le gaz importé en Europe, de part de gaz russe. Donc on a quand même réussi à déjà baisser significativement ce pourcentage. Maintenant, la question, en fait, c'est comment, à long terme, on sort de cette dépendance. Elle nous dit comment, la Commission européenne? On a le mode d'emploi, ça y est, enfin, le plan de bataille, un plan à 200 milliards d'euros d'ailleurs d'investissement. Oui, alors peut-être avant la Commission européenne, il y a eu plusieurs scénarios qui avaient été évoqués. Donc il y a des scénarios noirs, il y en a deux. Le premier, c'est en fait un scénario de rationnement. Donc ici, des instituts économiques ont fait des calculs et si en fait on se rationnait, en fait ça reviendrait à recréer une crise comme celle du coronavirus en termes de baisse de la croissance économique. Donc bon, ça c'est un scénario qu'on écarte. Ensuite, il y a le scénario où on revient à une utilisation plus massive du charbon, qui est possible. On peut économiquement d'ailleurs c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est économiquement de moins en moins intéressant, mais quand même c'est encore possible. Après on tire un trait sur les accords de Paris. Voilà. Et ce qui est intéressant en fait dans le scénario de la Commission européenne, c'est qu'on est sur un scénario d'une transition bas carbone. Voilà. Pour éviter le scénario du pire, une brusque chute de l'activité. Ici, on a des rationnements. Encore une fois, il faut couper l'électricité. Le retour au charbon, évidemment, pour la planète, c'est pas l'idéal, évidemment. Et donc, ce que nous dit en gros la Commission européenne, c'est de mettre notamment, il y a 3 piliers dans la réponse, encore une fois, dans le plan de bataille de la Commission européenne, notamment mettre le paquet sur les énergies bas carbone. Mais là, encore une fois, pour quel coût et à quel horizon? Ouais, alors là, donc sur le coût global en fait de ce package REPowerEU, donc de sortie du fossile russe, c'est 210 milliards et c'est un plan à horizon 2027. C'est un plan qui vient s'ajouter en fait au Green Deal européen qui était déjà sur la table. Donc sur le renouvelable, il s'agit de doubler le renouvelable d'ici 2030, mais c'est juste une accélération des plans qui étaient en fait déjà prévus par la Commission. Donc par exemple, dans les initiatives, on a une obligation pour les toitures des bâtiments administratifs, commerciaux puis résidentiels d'installer graduellement en fait des panneaux solaires. Donc voilà, il y a ce type un peu d'obligations qui vont accélérer en fait des initiatives sur la pénétration des énergies renouvelables qui étaient déjà en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de solaire, mais en fait, il y a d'autres énergies dont on va avoir besoin pour sortir du gaz et sortir du gaz russe. Donc notamment, on a du biogaz parce que pour remplacer le gaz russe, on peut utiliser du gaz renouvelable. Et ensuite, il y a aussi de transformer, de rénover
énergétiquement les bâtiments. Je le disais plus tôt, c'est 40% aujourd'hui de l'utilisation en fait, du gaz. Et donc ici, un effort énorme sur la rénovation thermique et notamment un plan pompe à chaleur. Sur les pompes à chaleur, il faut savoir qu'en Europe, aujourd'hui, il y a environ 200 000 foyers et on vend en moyenne 2 millions de pompes à chaleur. Donc on voit que là, il y a vraiment une accélération très forte à faire en quelques années. Bon, ça c'est pour la partie green, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut mettre le paquet, accélérer une trajectoire qui existe déjà, qui a déjà été tracée par la Commission européenne. Après, il faut aussi évidemment trouver d'autres fournisseurs, nous approvisionner en gaz chez d'autres. Et là, pour le coup, ça peut être du GNL américain, ça peut être du gaz classique aussi, dans le pipeline d'autres pays. Voilà, donc en fait, le gaz, soit il vient par un pipeline existant et donc on peut l'avoir sous forme de gaz, soit c'est sous forme de gaz naturel liquéfié parce qu'en fait, il n'y a pas l'infrastructure. Mais ça demande quand même de créer des capacités de stockage, donc des nouveaux terminaux de regasification donc pour pouvoir le stocker et ensuite le distribuer. Donc oui, on a des partenaires aux États-Unis, au Qatar, à l'Égypte, donc il y a plusieurs plans B. Mais peut-être, David, il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qui est peut-être pour moi le plus intéressant, c'est celui de l'efficacité énergétique, qui est d'ailleurs mis en avant par Ursula von der Leyen. Et là, on a aussi une accélération parce que le plan précédent de la Commission européenne prévoyait 9% d'amélioration d'efficacité énergétique d'ici 2030 et ce nouveau plan REPowerEU passe à 13% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Parce qu'on parlait aussi un peu plus tôt des pompes à chaleur, mais il faut savoir qu'une pompe à chaleur, si on n'a pas bien isolé le bâtiment, ça ne fonctionne pas bien. Donc là, il y a vraiment un enjeu en fait massif de rénovation des bâtiments, mais aussi d'efficacité énergétique dans les process industriels. Et oui, il y a un coût, bien sûr, très important. Voilà, et un reste à charge qui est très important pour le particulier. Côté investisseur, pardon, mais toutes ces informations nouvelles, en quoi ça change la donne ? À la fois, c'est un formidable accélérateur parce que, voilà, concrètement, l'Union européenne met en avant des pistes. Et d'un autre côté, ça ne change pas énormément la donne parce qu'on a déjà des rapports d'instances internationales reconnus sur le sujet. Je pense au GIEC, donc ce groupe international d'experts sur le changement du climat, ou l'Agence internationale de l'énergie. Et le GIEC, dans son 6e rapport qui est sorti en février 2022, nous indique que maintenant, il ne s'agit pas que les émissions carbone atteignent un sommet d'ici 2030, mais c'est 2025. 2025, c'est dans 3 ans. Le plan de la Commission européenne, c'est 2027. Donc on voit que là, en fait, cette accélération européenne, de toute façon, elle s'inscrit dans une accélération globale qu'on doit avoir parce qu'on n'a pas précédemment respecté en fait, les trajectoires de réduction. Et donc, on n'a plus vraiment le choix. Là, il faut qu'on mette le paquet. Et donc, concrètement, j'aurais ma question, pour l'investisseur, comment il peut participer à ça ? Oui, c'est ça. C'est que tout en ayant un espoir de rentabilité, en disant qu'en même temps, il agit pour le climat. Nous, en fait, chez Tikehau Capital, on essaie de se référer majoritairement à la science, donc au GIEC et à l'Agence internationale de l'énergie, donc qui sortent des scénarios, notamment l'Agence internationale de l'énergie, l'année dernière, le Road to Net Zero by 2050. Donc c'est en fait une trajectoire pour atteindre une économie neutre en carbone d'ici 2050. Et là, dans ce rapport, en fait, il y avait déjà une indication qu'il fallait arrêter dès 2022 toutes les nouvelles centrales fossiles, donc notamment les centrales à gaz, donc c'est 25% d'électricité générée de centrales à gaz. Donc nous, en fait, si on se base sur ces scénarios, on peut dire que les positions de la Commission européenne ne vont pas changer, mais nous invitent à accélérer parce qu'il y aura un support gouvernemental supplémentaire pour cette transition. Et donc ça veut dire que ça renforce des entreprises qu'on avait identifiées comme en transformation avec un potentiel d'impact positif pour la planète et pour leur propre business. Voilà, c'est ça, trouver des boîtes qui ont un impact positif, encore une fois, sur la planète. Et on en trouve, il faut... Alors, on en trouve. Évidemment, si c'était facile de générer à la fois des retours compétitifs et de l'impact, tout le monde le ferait. Ça serait martingale, donc, voilà, c'est beaucoup de boulot. Mais oui, on en trouve. Je pense par exemple à un leader du packaging en verre et en métal qu'on apprécie parce que ces matières sont recyclables à l'infini. Et aussi parce que cette entreprise, donc Ardagh, développe en Allemagne une des premières centrales, en fait un haut fourneau, pour chauffer le verre à base de 80% d'électricité versus avant 80% de gaz. Et là, donc, on est concrètement dans cette réduction d'utilisation du gaz. Mais c'est beaucoup d'efforts d'innovation et c'est aussi des investissements. Donc oui, il faut que les investisseurs derrière soient capables d'alimenter cette transition.
Allez, merci beaucoup, Laure, merci pour ces explications. Merci. Valeurs ajoutées revient dans quelques jours sur Boursorama.